savais qu'il y avait intérêt à faire un tandem parce qu'il fallait que j'y aille quand même, j'aille de l'avant. Et je vous remercie tous de votre mobilisation, de votre motivation. Prix spécial du public, comment ça fonctionne? Eh bien, depuis janvier 2022, les vidéos de chaque projet nommé ont été donc postées, diffusées sur Internet. Le porteur de l'innovation dont la vidéo a enregistré le plus de nombre de j'aime au 1er mars minuit va recevoir le prix spécial du public. Alors j'invite à me rejoindre sur scène Pascal Ebel, qu'on peut applaudir, directrice du plan consommation et entreprise du CEDOC. Bonjour Pascal. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour remettre ce prix. C'est la première fois qu'il y a un prix grand public. Et en tant qu'analyste de la société, je trouve ça très important en effet de tenir compte de l'avis des citoyens qui aujourd'hui font partie des acteurs qui font bouger les choses. Et donc on va pouvoir remettre ce prix du grand public. On a eu 11 000 vues des 12 vidéos. Et celui qui va être lauréat, c'est celui qui a eu le plus de j'aime. On a une idée du nombre de j'aime qu'il a eu? Le gagnant? Alors le gagnant, oui, en effet, a eu presque 700 j'aime. Celui qui arrive après n'en a eu que 200. Donc il y a vraiment un écart très important pour ce lauréat. Donc le lauréat est... On va le découvrir, celui qui a remporté le plus de j'aime jusqu'au 1er mars minuit. Donc jusqu'au 1er mars minuit. Donc c'est Bio Climsol qui est lauréat. Et qu'on peut applaudir. Donc est porté par Jean Lemaire de l'Institut pour le développement forestier. Et c'est en effet un outil qui est très aidant pour essayer d'identifier quelles sont les essences de bois qui pourront à l'avenir, avec le changement climatique, être utilisées pour le reboisement des forêts et donc en effet un enjeu climatique très important. Mais avant de vous entendre, on le découvre en images. Les arbres ont été attaqués depuis un moment, celui-ci. Les insectes ont fait leur cycle de reproduction sur les écorces qui partent et qui fait mourir l'arbre. On est dans un contexte de dérèglement climatique, d'un changement climatique et qui va être de plus en plus exacerbé. On fait face à des phases de sécheresse et de canicule de plus en plus marquées qui finissent par amener les peuplements vers des dépérissements assez massifs. Dépérissement lié au scolite, on va réaliser un diagnostic BioClimSol. L'outil BioClimSol a pour objectif de prédire un risque de dépérissement en fonction des paramètres biotiques, par exemple le scolite, le gui, et ainsi de suite, en fonction des paramètres climatiques qui sont directement embarqués dans l'outil et en fonction des paramètres de sol et de topographie, d'où son nom BioClimSol. L'innovation est d'introduire, d'amener directement sur les terrains, grâce à l'application, les données climatiques. La deuxième innovation, il n'y a pas d'équivalent, c'est d'avoir fait un très grand nombre d'études sur un très grand nombre d'essences pour prédire le risque de dépérissement dans le climat présent et avec les modèles que nous développons dans le climat futur et de les mettre à disposition des techniciens via une application. Nous avons géolocalisé la parcelle, donné un nom, nous avons défini la topographie, on a précisé quelles essences et caractéristiques dendrométriques du peuplement, on a réalisé un diagnostic de sol, on a regardé les problématiques sanitaires tout autour. L'outil au climat actuel nous renvoie à une vigilance de 5 à plus 1 degré. Nous sommes en vigilance 6 à plus 2 degrés, c'est-à-dire entre 2040 et 2070, projection climatique. J'ai quasiment 7 chances sur 10, si je reboise aujourd'hui en épicéa, que le peuplement rencontre un dépérissement mi-en-sol. L'outil consulte les données climatiques, compile tout ça via les modèles et nous renvoie un panel d'essences qu'on peut utiliser en reboisement. Dans les essences qui seraient acceptées communes ici, nous aurons un panel de chêne, de hêtre ou de Douglas. Via le système d'application,
on a des modèles évolutifs. On va avoir à disposition de plus en plus de données climatiques qui nous permettront d'affiner les modèles. On est dans une phase où on a la version 1 de l'outil et on espère que dans 10 ans, on sera à la version 5 et dans 100 ans, peut-être à la version 100. On peut de nouveau féliciter le maire, encore un grand bravo. Pascal Edel va pouvoir vous remettre ce prix et l'abonnement à Graphil, parce que je vois qu'il y a des abonnements qui ont été oubliés et des boîtes. Il faut prendre votre boîte avec le trophée. Donc voilà, bravo pour ce prix qui est très innovant et qui en effet permettra d'ici 2100 d'améliorer les qualités des forêts. Et vous avez été plébiscité, hein? Pardon. Voilà, le grand public a plébiscité très fortement votre projet. Un mot, peut-être pour remercier ce public, ces internautes qui ont voté pour vous. Ah, normalement, le micro est allumé. D'accord. Mais vous l'avez compris, Bioclimsol, il a démarré il y a longtemps, il y a 2009, c'est le fruit d'un travail important. Je suis tout seul sur la scène, là, mais il y a plus de 200 personnes au niveau du Centre national de propriété forestière qui ont travaillé à l'outil. Bon, il manquera un peu de place ici pour tous les accueillir. En tout cas, un tout grand merci et un tout grand merci à eux parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Vous l'avez compris par la vidéo, la forêt est très touchée par le changement climatique et la gestion du risque devient un des premiers enjeux. C'est très important. Vous l'avez compris aussi qu'on a beaucoup de likes parce que l'outil est très attendu au niveau de la profession puisqu'on fait face à des risques de plus en plus importants. Je vais terminer en remerciant quand même tous nos partenaires. D'abord le ministère, parce qu'il a cru en l'outil, l'Europe, la région, les collectivités territoriales, et puis après nos partenaires scientifiques. Météo France, ça a été très important, l'INRAE, l'AgroParisTech, et donc un grand merci à tous ceux que j'ai oubliés là maintenant, mais c'est très important pour nous. Merci. Encore un grand bravo. Pascal Edel, on va pouvoir immortaliser ce moment pour la photo, avec effectivement un Graphil et le trophée, ou bien le trophée pour la photo. Cet après-midi des experts dans le cadre de notre organisation de gestion le CEPA, le réseau de agricole militant. Nous allons tenter en quelques minutes, 25 minutes, de répondre à une question: comment communiquer entre nous les voices? Alors nous avons présent sur ce plateau Pascal Edel, Cédac, Denis Rouge, de la première question suivante, un étudiant, Denis Legnos, qui viennent, et Rachel Bumel, qui travaille à Bio de Français des Semences. La première question que vous pouvez se poser, Pascal, c'est en fait, que sont ces millennials? Déjà, la question des millennials, c'est une génération qui avait 20 ans au passage avant 2000. Donc aujourd'hui, ils sont un peu plus âgés, on va dire qu'ils ont entre 20, 22 et 35 ans. Donc c'est une génération qui finalement est prise dans des complexités à la fois sur l'envie de changer les choses. Donc quand on regarde dans les enquêtes, ce sont ceux qui souhaitent le plus que les entreprises s'engagent. Donc vraiment c'est sur l'éthique qu'on les distingue. Et puis ils ont envie de faire changer les choses donc, par rapport à tous ces nouveaux enjeux, à la fois le changement climatique, tout ce qu'on appelle le One Health, c'est-à-dire le bien-être pour soi, sa santé quand il mange, et la santé des animaux, tout est lié. Et donc ils sont vraiment dans ces nouvelles envies d'agir. Et quand ils vont consommer, ils recherchent des produits qui vont essayer de changer leur régime alimentaire. On voit que ça bouge très vite en fait. S'il y a bien une chose qui se modifie plus, c'est le régime des Français. Là, dans ces générations-là, on se met à manger un peu plus de légumes, alors que la génération d'avant ne faisait pas, ou plus de fruits, on mangeait plus de légumineuses. Et c'est aussi une génération qui vit plus en ville et qui va avoir besoin de beaucoup plus de services. Donc même s'ils souhaiteraient faire plus de cuisine, finalement c'est ceux qui vont manger le plus de repas qui sont amenés chez eux. Donc ce sont ceux qui là, avec les périodes de Covid, font le plus, ils sont 35% à se faire livrer des repas chez eux, tout près. Ce sont ceux qui sont livrés des courses, donc en effet ceux qui vont le plus acheter sur Internet. Avec le Covid, on a doublé la part de marché de vente sur le e-commerce, on est passé
4% et 8%, donc ils font partie de ceux qui vont faire le plus. Et ils vont aussi avoir envie de bouger dans leur façon de consommer. Donc c'est ceux qui vont utiliser le plus les applications. Donc ceux qui sont plus sensibles à tous les étiquetages, Nutri-Score, ce qui va arriver ensuite EcoScore. Donc ils se déplacent avec les outils digitaux, ils font la cuisine, donc ils réapprennent. Et c'est vrai que pendant le Covid, alors plutôt ceux qui sont un peu plus jeunes que les millennials, se sont mis à apprendre à faire notamment de la pâtisserie. Et on a gagné comme ça des jeunes qui font plus la cuisine que les générations qui ont entre 40 et 60 ans. Donc il y a vraiment une envie d'agir tout en ayant des contraintes de temps énormes. Donc ils aimeraient bien manger différemment, ils aimeraient bien manger que des produits bruts, mais en vrai ce sont les plus gros consommateurs de pizza. Donc, le vendredi soir, c'est le soir où on mange de pizza. On a fait une étude par exemple sur quel est le vendredi soir idéal. Et cette génération-là, c'est en effet ceux qui vont être autour d'un canapé, se faire livrer des pizzas, et puis c'est la génération qui consomme beaucoup de bière. On a une vraie recrudescence de consommation de bière artisanale, et donc ils font ces choix sur des produits régionaux, sur leurs produits à eux. C'est une nouvelle consommation. Voilà ce qu'on peut faire comme portrait de ces générations. Merci Pascal. Alors, de nouveaux consommateurs qui se remettent à cuisiner, mais aussi des consommateurs qui changent un peu de modèle alimentaire. Pas facile à cerner peut-être pour la filière viande. Comment vous avez abordé la question? Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça? La première chose évidemment c'est de comprendre. Et on a étudié effectivement la population. On a organisé des séminaires de réflexion auxquels nous avons eu la chance d'avoir la participation de Pascal. On a aussi travaillé avec un anthropologue, Michel Hermès, qui étudie cette population à l'échelle mondiale. Parce que c'est intéressant effectivement de voir que les tendances que l'on ressent dans cette population en France ne sont finalement pas limitées. La France et Michel Hermès vont jusqu'à dire que finalement il y a peut-être plus de liens entre deux milléniaux de pays occidentaux différents entre les milléniaux d'un pays et la génération d'un. Enfin, donc voilà, on s'est posé des questions, on a organisé des séminaires de réflexion. On a bien compris que la question qui se posait de travailler avec cette population ne se limitait pas à la seule problématique de notre produit, mais avait un spectre beaucoup plus large dans la consommation et dans la façon dont on envisageait le monde. Parce que une des choses qui caractérise effectivement les milléniaux, c'est qu'à rebours des générations précédentes, ils n'ont plus ce lien à la ruralité qui finalement était une caractéristique de la France. C'est bien qu'effectivement on est dans un rapport à la nature qui est un peu plus fantasmique, un peu différent. Enfin, voilà, effectivement, beaucoup de dimensions à prendre en compte, à la fois, comme a très bien dit Pascal, sur le comportement d'achat et de consommation, et à la fois sur l'attention portée à des questions sociétales, que ce soit à l'environnement, de l'environnement ou l'éthique. La chance qu'on a avec la filière, évidemment, c'est pas assez, ça ne correspond pas aux candidatures, mais nous restons effectivement une filière traditionnelle, dominée par l'élevage extensif, l'élevage en herbe, et on s'est appuyé sur ces atouts, on ne s'est pas tenté de s'appuyer sur ces atouts. On a effectivement engagé un gros travail pour continuer effectivement à nous améliorer, et donc on a créé quelque chose qu'on appelle le pacte sociétal, dans lequel sur chacun des piliers que j'ai évoqués, environnement, bien-être animal, éthique et nutrition, eh bien nous avons engagé des opérations concrètes. Et ce plan d'action, on s'est dit c'est intéressant effectivement de le porter à la connaissance de la population en général, mais des milléniaux en particulier, donc campagne télévisée effectivement, on est dans les zones, c'est une naturellement citoyen, nous l'avons conçu en tête effectivement cette cible. Et dans un premier temps, ce qu'on a simplement voulu dire, effectivement, c'est nous, la filière viande, effectivement, on prend en compte les considérations. On n'est pas là pour vous dire manger comme viande, j'allais vous dire, non, on est là pour dire nous faisons un produit de qualité, aimez ce produit et mangez-en mieux, enfin, mangez-en plus, mangez-en mieux. Et puis, effectivement, en communication, il faut toujours surprendre, donc on a joué avec ce terme de flexibilisme. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, s'il est vrai
que les milléniaux ont des caractéristiques communes qu'ils partagent. Ils se singularisent aussi, comme l'a rappelé Pascal, par l'importance apportée à eux-mêmes, à leur individualité. Et finalement, il y a effectivement une catégorie d'origine globale pour laquelle on peut donner des caractéristiques communes, mais il y a aussi plein de façons différentes de s'affirmer. Et c'est ça qui a expliqué effectivement l'axe de notre nouvelle communication qu'on a lancé le dernier, qui est à nouveau sur les écrans en ce moment. Dans le premier, on met en scène Thomas, qui était quelque part l'archétype du millénial, et dans la campagne actuelle, on met en scène les amis de Thomas, qui effectivement sont pas nature différents les uns des autres, et peuvent avoir des approches qui ne sont pas exactement les mêmes. Et cette campagne, bien sûr, elle s'accompagne de ces moyens animales, ça s'accompagne évidemment de leur action sur les réseaux sociaux, etc. La question qui vient naturellement, c'est est-ce que c'est efficace? La réponse, on fait la communication en mesure avec des post-tests, et on aura l'avis effectivement d'un millénial particulier, ce serait intéressant à entendre, mais en tout cas, les post-tests qualitatifs que nous réalisons montrent effectivement avec cette posture de prise de hauteur, on ne rentre pas dans le conflit, on ne s'affronte pas carnivore contre les végétariens, non du tout, chacun de fonctionner comme il veut. On pense que dans le cadre d'une alimentation équilibrée, la viande avec sa place, qu'elle est consommée en quantité raisonnable, comme provient des filières qui travaillent par exemple. Et donc ce message, ce slogan, cette façon d'exprimer sont de ce côté effectivement en mesuré, bien reçus dans cette population. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. C'est très intéressant de voir la démarche que vous avez eue. Alors, je vais vous retourner naturellement vers Miguel en disant Miguel, est-ce que tu te sens être Thomas ou un ami de Thomas à l'heure actuelle quand tu consommes? Alors, Thomas, je ne sais pas, je n'ai pas vu exactement la communication, mais probablement un ami de Thomas, oui. Par rapport à cette campagne, en tout cas, où je pense que vous avez parlé des réseaux sociaux et sur la fin, je pense que c'est réussi. En tout cas, j'ai vu des mutations sur, je ne sais pas si c'était Snapchat ou YouTube, en tout cas, elles passent dans plusieurs web communicatifs. Et de ce côté-là, je pense que c'est réussi avec des formats dynamiques, etc. Après, je pense que sur le fond aussi, la génération, alors peut-être pas des milléniaux, parce que je peux comprendre que c'est un peu plus jeune en tant que c'est des milléniaux, mais en tout cas, notre génération, elle est, je pense, très engagée, ou assez engagée en tout cas sur les questions environnementales et éthiques, etc. Et je pense que, à titre personnel, en tout cas, le message manger végétarien, etc., je pense que je le comprends et je le trouve intéressant et pertinent. Mais c'est vrai qu'après, on se demande forcément, on est toujours un peu critique, est-ce que c'est pas juste une posture de la filière, est-ce que c'est vraiment sincère? Et peut-être dans cette campagne, ça manque un peu aussi peut-être de chiffres, je dirais, ou en fait, ça c'est toujours, je pense que peut-être communiquer avec les chiffres, c'est pas toujours le plus efficace en termes de communication, et vous disiez que ça marche bien, mais peut-être une réflexion, on voit beaucoup de légumes et tout comme ça, mais on voit pas beaucoup les légumineuses et les choses comme ça qui pourraient être des alternatives qu'on retrouve dans un régime végétarien, quoi, où un certain nombre de repas vont avoir de la viande, un certain nombre d'autres repas vont avoir des légumineuses pour remplacer les protéines, etc. Donc peut-être une réflexion sur ça. Et après, je pense que sur la forme, en tout cas, c'est pertinent et c'est un mode de communication qui va atteindre les milléniaux et en tout cas même les plus jeunes. Un message sur la qualité aussi, auquel on peut être sensible, je pense. La qualité des filières. Comme vous avez dit que vraiment la population est davantage déconnectée du monde rural, donc ça me paraît pertinent. Aujourd'hui, on est beaucoup à vivre dans les villes, comme ça, et c'est des valeurs intéressantes à porter. Donc, ouais, je pense qu'il y a des choses intéressantes dans cette campagne. Après, on peut travailler un peu plus loin. En tous les cas, merci Yann. Tu as dit deux choses qui me paraissent importantes par rapport à ta génération. C'est d'une part, tu as répondu, je n'ai pas vu la campagne à la télévision, mais j'ai vu la campagne sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quand même important à noter. Et deuxièmement, le doute. Je vois que généralement, c'est une génération toujours de
de l'émetteur, pourquoi l'émetteur a émis ce message. Voilà, et je peux peut-être passer la parole donc à Rachel. Rachel, vous avez une démarche particulièrement pertinente et particulière pour toucher les médiocres, et notamment l'écoute. Je pense que justement, comme Yann vient de dire, il faut nous écouter. Alors, comment vous écoutez les médiocres? Oui, tout à fait. Alors, on a fait le constat de ce doute dont il y a méconnaissance, et c'est vrai qu'on représente un secteur assez méconnu, parce que très en amont des filières alimentaires et agricoles. Et donc, on a souhaité depuis 3 ans mettre en place un cycle de rencontres. Donc, ce sont des rencontres annuelles que nous organisons, et depuis 2 ans, c'est en région. Et donc, ça permet à des étudiants de différents horizons, donc il y a les profils de Guillaume, mais il y a aussi des profils plus éloignés des sujets agricoles, comme des journalistes, des étudiants en sciences politiques, en sciences humaines, des économistes. Et donc on met tous ces jeunes à un endroit pour discuter de leur vision de la consommation alimentaire en 2050, et de leurs attentes et de leurs propositions aussi, parce qu'ils identifient des enjeux, mais ils ont des propositions à faire. Et c'est cette posture d'écoute qu'on a souhaité avoir pour leur démontrer qu'ils ont des idées, il faut les écouter, et en les écoutant, on peut aussi leur apporter des réponses. Donc ça crée un dialogue extrêmement riche que j'aimerais pouvoir vous illustrer. On va avoir une petite diffusion pour voir, voilà, parce que l'écoute est la meilleure posture donc, de la communication, et je vous dirai ensuite comment ce qu'on a retiré de ces expériences qu'on va reconduire chaque année. Donc on envoie la petite vidéo. 1 litre de lait sur 2 est exporté, idem pour les grandes planètes. Donc, tu posais la question de savoir s'il était judicieux de produire ce deuxième litre de lait, ce deuxième grain de lait. Je pense que oui, parce qu'il y a encore beaucoup de populations dans le monde qui ont faim. De la vie de l'agriculture, ils ont leurs idées. Ils ont des propositions très intéressantes. Moi, je donnerai quelques exemples. C'est d'avoir une PAC internationale, de pouvoir en effet mieux valoriser les produits dans les circuits courts. Alors, il y a des idées qui existent, qu'on entend déjà, mais ça permet surtout de discuter entre eux avec des horizons différents. Donc, ça permet de lever les doutes de certains par rapport à d'autres. Et on termine ce type d'atelier, de rencontre, par une visite d'entreprise semencière. Et là, on voit, c'est un vrai plaisir de partager les métiers passionnés de nos entreprises qui font de la sélection à la pince à épiler, ce qui étonne beaucoup, notamment les gens les plus éloignés des filières agricoles et alimentaires. Donc voilà, il y a une écoute, il y a un dialogue et il y a une illustration derrière. Et franchement, les retours sont très positifs à chaque fois qu'on les interroge après. Et on finit par les inviter à tous nos événements, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont participé à cet atelier, il y a une suite. C'est-à-dire que tous nos événements créés dans l'année, ils sont conviés et ils se retrouvent dans un monde professionnel, ce qui vraiment leur plaît beaucoup, parce que voilà, ils trouvent un dialogue encore, ils vont un pas plus loin. Donc on est très content de cette expérience qu'on renouvelle chaque année. Peut-être je repasse la parole à Denis, juste pour répondre un tout petit peu sur la petite critique que faisait Guillaume par rapport à la campagne de la profession et remettre la contextualisation de la viande dans un régime moins carné. Oui, tout à fait, mais je ne fais pas comme une critique, je le prends comme effectivement une réalité. C'est vrai que pour un message, la question de la crédibilité de l'émetteur se pose toujours et en permanence. Alors, quelques éléments quand même, parce que je crois profondément effectivement à ce que nous faisons et à ce que nous disons, mais c'est vrai que on a vraiment des programmes d'action qui sont engagés. Là, on a lancé effectivement l'officialisation d'un programme qui s'appelle Bodywell sur le bien-être effectivement des animaux. Pour la vie de vie, le campagne que nous menons, c'est la volonté d'ascension, c'est d'arriver à 40% de viande de bœuf dans les animaux. Et avec des échanges de rouge qu'on a revus pour intégrer effectivement des critères de bœuf animal, d'environnement, etc. Donc voilà, il y a vraiment une action effectivement concertée, voulue pour apporter cette promesse que nous faisons
soit aussi sur le productif. C'est vrai, mais la filière viande, on ne va pas faire la promotion des légumineuses, et quand même, si vous cherchez bien sur votre site, vous trouverez des recettes que vous pouvez faire avec la sauce viande, ce qui est révolutionnaire. Faire comprendre effectivement le monde d'Internet, on va diffuser des recettes dans lesquelles on peut imaginer notamment qu'on parle de viande, ça existe, on va dire. Sinon, c'est une évidence. Tout émetteur aujourd'hui est forcément un sujet critique, et c'est un partie des points sur lesquels on doit encore s'améliorer. Ce que vous décrivez, effectivement, c'est des démonstrations concrètes, ces portes ouvertes, ces échanges, ces preuves. Ça fait partie effectivement des axes de progrès sur lesquels il faut continuer à nous améliorer et à renforcer. Nous croyons à ce que nous disons, il faut qu'on arrive effectivement à partager le temps. Il y a ce genre de groupe, de paroles, etc. Tu participes déjà, tu as déjà participé ou tu aimerais participer à ce genre d'échange, de construction de messages? Je ne me souviens pas avoir participé à ce genre de groupe de discussion, mais c'est vrai que ça paraît intéressant, en tout cas sur le concept, c'est vraiment d'aller aussi voir d'autres compétences, la science politique, de journalisme, de scientifique, etc. Je pense que c'est des choses qui développent davantage aussi de nouveau dans les universités, les écoles et tout comme ça, d'aller explorer un panel de compétences diverses parce que sur les enjeux de société, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est des enjeux complexes avec de nombreux acteurs, de nombreuses contraintes. Je pense que c'est intéressant et c'est vraiment intéressant en fait, de voir ce genre d'initiative, voir si je peux participer à ce genre. C'est une sorte de forme de démocratie directe de la politique alimentaire qui est mettue en place. Oui, alors à notre échelle, hein, bien évidemment, mais en tout cas, nous, l'intérêt, c'est que quand on termine ce genre de session, déjà, on prend beaucoup de plaisir à les préparer parce qu'il y a beaucoup d'échanges constructifs, hein, ça ne s'improvise pas. Et puis, surtout, par catégorie, je dirais, de profil d'études, c'est très intéressant de voir quelle est l'approche sur les attentes et puis peut-être les idées et les solutions qui sont parfois très divergentes. Quand on est soit sur les sciences humaines ou plus en prise avec le métier agricole et alimentaire. Et c'est cet enrichissement mutuel qu'ils apprécient beaucoup. C'est-à-dire que voilà, ils sont entre eux finalement, mais on les écoute avec sérieux parce qu'il y a des représentants de la profession semencière, il y a des politiques de la région, et il y a les écoles et donc leurs tuteurs quelque part. Donc ça crée une belle émulation, et puis après il y a le déjeuner, et puis après il y a cette visite concrète. Donc pour nous, la conclusion, c'est qu'il faut écouter, il faut donner envie aux gens de nous écouter par l'écoute et du coup de construire un dialogue constructif et non pas être dans les postures. C'est ça qui est très intéressant. Donc j'inviterai Guillaume la prochaine fois, sachant que cette année, ce sera certainement près d'Avignon. Donc rendez-vous est pris, c'est généralement début octobre, puisque les étudiants s'installent à peine et n'ont pas la pression des examens. J'ai vraiment été à cette rencontre. Je repasserai juste la parole à Pascal, peut-être parce qu'on a pu parler des milléniaux. Est-ce qu'on est en train d'anticiper la future génération? On voit vers quoi on va? Vous avez déjà des pistes sur cette future génération? Oui, alors en effet, la génération d'après, on l'a appelée génération Greta Thunberg, hein, ça vient un petit peu, ça donne envie d'agir en fait. Hein, et on sent qu'il y a vraiment un besoin d'accompagnement. Par exemple, alors même la génération milléniaux, ce sont ceux qui mangent le plus de légumineuses. Donc ils ont besoin d'aide en fait, à comprendre tout ce qui est dit sur l'ensemble des aliments et d'avoir des réponses scientifiques en fait. Hein. Il faut les aider à y voir plus clair sur comment les cuisiner, combien il faut consommer, etc. Donc on est dans un changement très profond en fait. Hein. Les changements actuels sont très rapides et c'est une génération qui est constructive en fait, hein, qui ne va pas dénigrer tout ce qu'il y a eu dans le passé, mais qui a besoin de s'adapter très vite. Et c'est elle qui fait bouger les choses et notamment qui attend en effet cette discussion avec les interprofessions et comme vient de faire Pierre, hein, de dire essayer d'aller plus vite aussi. Hein, c'est comment faire pour accélérer les choses. C'est un peu leur demande actuelle dans les communications et ce qu'on appelle de la transparence, c'est-à-dire qu'ils ont besoin en effet de
vous l'avez dit, vous avez dit, on aurait besoin de chiffres en fait. Hein. Ce que vous aimez bien, c'est que les émetteurs vous donnent un petit peu ce qu'ils ont fait, dans quel sens ça évolue et de montrer qu'ils sont sincères sur leur proposition. Merci. Il nous reste 2 minutes. Alors, est-ce que je peux vous demander en un mot, vous dire est-ce qu'on a répondu à la commande? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour communiquer avec les clients? Écoute. Écoute. C'est important peut-être la sincérité aussi. Bon alors, Pascal, on va dire que tu as déjà répondu à la question. La sincérité, ça. Oui, non, mais on est d'accord, effectivement, il y a l'écoute, c'est-à-dire on doit prendre en compte effectivement les attentes de cette génération, de la génération actuelle, c'est un peu. Et puis la sincérité, on a un petit peu convaincu, c'est plus possible aujourd'hui de raconter des choses qui ne sont pas appuyées sur des réalités. Voilà, de notre temps, effectivement, on a commencé à mettre en place des plans d'action concrets au sein de la filière avant de communiquer. L'illustration qui incarne la sincérité, parce que quand on présente des gens passionnés par leur métier, ça ne peut donner que envie et ça ne peut qu'inspirer confiance. Donc voilà, l'illustration. Le mot merci. Merci à vous 4 au nom du CERPA, donc le réseau des agricommunicants, pardon, et au nom de notre présidente Anne. Merci beaucoup d'avoir relevé ce challenge et merci. Merci.